Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Salut, Joël. Salut, Julien. Ça va? Ça va, oui? Hey, joyeux Noël, Joël. OK. Non? T'es conscient que c'est le Boxing Day, hein? Ah, C'est pas Noël. le Boxing Day, c'est le lendemain de Noël. C'est juste une meilleure fête. Moi, je suis un grand fan de la Saint-Sylvestre, qui est le 24, puis du Boxing Day, qui est le 26, mais Noël, j'ai jamais embarqué. Pourquoi? Je sais pas, il pas assez de... Pas assez de rabais. Ouais, OK, je comprends. Non, je sais C'est le genre pas. de gars qui tripe ses rabais, c'est sûr Ouais, que le Boxing Day, c'est une meilleure. Ouais, j'aime mon aubaine. Non, tu voulais parler, tu m'as dit ça tout à l'heure, tu voulais parler du world building de Noël. Ben, il y a une certaine démiurgie, là, ça vient avec ses règles. Ah ouais? C'est C'est quoi que t'avais en tête? Je sais pas, le Père Noël, les lutins. C'est vrai. Tout cet univers-là, il a été... Parce que tu peux faire. Tu peux raconter une histoire qui se passe dans le monde déjà fait de Noël. Ouais. Puis tu sais, il y a des films, puis il y a des histoires qu'ils racontent en prenant les trucs vraiment clichés, là, tu sais, comme de Santa Claus, puis le genre. Santa Claus, c'est quoi ton verdict sur tes malines? Hey, moi, j'haïs les films de Noël en plus. Hein. OK. Sauf Christmas Carol. Genre, toutes les versions, je trouve que c'est une histoire. Je trouve que c'est une histoire qui ajoute au mythe De de Charles Noël. Dickens, là, Ouais, avec exact. Scrooge. Ouais, ou Ouais. tu sais, mais genre la version des mopettes. Là, Ouais, je les l'aime mopettes. aussi. Là. Mais Marley! je trouve que c'est une histoire qui ajoute au mythe de Noël sans tomber dans genre Père Noël, lutin, cadeau. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Oui, dire. parce que là, les créatures fantastiques qu'il y a là-dedans, c'est le fantôme des Noëls passés, fantôme des Noëls présents, fantôme des Noëls futurs. On Ouais. dirait que le fantôme des Noëls présents est un peu inspiré du Père Noël. Un peu, ouais. Mais Mais reste qu'il fait pas la job du Père Noël, tu sais. non. Ouais. Puis c'est quand même drôle que ça n'a pas été... Tu sais, c'est tellement connu, Christmas Carol, mais pourtant, ces trois créatures mythiques-là de Noël n'ont pas été réutilisées Non, mille c'est fois ça. dans plein d'autres affaires, juste dans des remakes encore et encore de Christmas Carol. Ouais, mais pour moi, c'est ces créatures-là, justement, tu sais, mettons, on pense à Noël, on pense aux décorations, tu sais, aux choses qu'on se raconte. Ils font jamais partie de ça, eux autres. Tu sais, t'as pas comme des décorations du... Ben, t'en as, là, des décorations du Noël, du fantôme du Noël futur, mais c'est plus comme à l'Halloween, là. Oui. Mais reste que pour moi, ça démontre et ça souligne et ça met en valeur encore plus l'esprit de Noël Mhm. que toutes les autres niaiseries de lutin puis de... Puis il y a des choses qui sont associées naturellement avec l'esprit de Noël, avec, avec l'univers de Noël. Mhm. Juste la neige. Tu sais, Noël est célébré partout dans le monde, dans plein de places où il n'y a pas de neige. Mais la neige est quand même attire automatiquement le regard sur OK, ça va faire un peu Noël. Puis tu sais, ça c'est visuellement. D'un point de vue sonore, les grelots. Tu sais, il y a tout le temps des éléments comme ça. Tu écoutes une toune, puis s'il y a des grelots, c'est une toune de Noël. Mhm. Automatiquement, ça fait Noël. Même si la toune n'a absolument rien à voir avec Noël, ça va faire Noël. Absolument. Fait que, aussi, en termes de médias d'animation, si c'est de l'animation en pâte à modeler, là, le claymation, c'est tellement comme, c'est un go-to, là, ça va naturellement dans des trucs un peu qui vont là. Je pense à l'épisode de Community. Ah ouais, ben oui. Puis ils ont juste fait ça en claymation, puis automatiquement, on savait que ça allait être, OK, c'est un épisode de Noël. C'est genre un conte. Mhm. Parce que si ça avait été un épisode de Noël où ce que les protagonistes de Community sont juste en train de célébrer Noël, ça aurait fait comme n'importe quel autre sitcom qui fait un épisode où ça se passe à Noël, puis on se donne des cadeaux. Mais là, c'est pas ça. C'est un conte de Noël parce qu'on est dans le claymation. J'ai dit tantôt que j'aimais pas les films de Noël, mais je trouve que Noël, c'est un bon backdrop pour mettre en scène, mettons, une partie d'une histoire ou, tu sais, comme une télésérie qui va avoir genre l'épisode de Noël. Ouais. Ça, je trouve ça quand même cool. C'est quoi c'est quoi ton opinion sur le fameux genre... Qu'est-ce qui fait que c'est de Noël? Mettons,
mettons, le Die Hard, la chose, ou le Gremlin, ou c'est-tu des histoires de Noël pour toi? Parce que ça se passe le jour de Noël. Ben, c'est pas. Dans le sens que c'est tout le temps la joke, là. Genre, hey, quel film de Noël on écoute? Moi, je suis comme, on écoute Die Hard, mais Die Hard, c'est pas un film de Noël, là. Autre que c'est une bonne excuse pour réunir beaucoup de personnes dans un bâtiment. Je pense ça dans Die Hard, là. Est-ce que vraiment l'esprit de Noël joue un rôle, là, un peu tiré par les cheveux, là? Est-ce que Home Alone, c'est un film de Noël? Ben, je pense que oui. Oui, parce qu'il y a des leçons de communauté, puis d'amour, tu sais, avec le gars avec la pelle. Là, Ouais. Il y a des réalisations qui se font. Fait que t'es en train de dire que le personnage principal, il accepte que dans le fond, il a besoin de sa famille puis il les aime? C'est un peu ça. Là, c'est un peu Die Hard aussi. Sauf que finalement, il revient pas avec sa femme. Non, mais il accepte. OK. Il accepte sa relation puis qu'il l'aime puis que... Il y a comme une fin Noël à Die Hard. Je comprends, mais le film, c'est quand même lui qui tue du monde, qui marche dans la ville. J'ai pas remarqué. Ouais. Hey, si tu viens de te joindre à nous, on est sur les ondes de choc.ca. Choc.ca! T'es en train d'écouter Comme du monde avec Comme du monde! Joël Martin Joël Martin! et Julien Lefort. Julien Lefort. Puis aujourd'hui, on fait la critique d'un jeu vidéo qui s'appelle Outer Wilds. Outer Wilds! Outer C'est correct que je sois ton hype man? Ouais, c'est parfait. Parfait. D'habitude, on divulgage sans avertissement, sans égard. C'est pas vrai, on avertit tout le temps, mais je veux dire, on prend pas soin de faire attention à ceux qui n'ont pas joué au jeu. Mais dans notre boucle mensuelle, notre épisode 4, c'est absolument toujours une critique d'une œuvre, puis on divulgage toujours tout, on se le permet. Là, t'as demandé à ce qu'aujourd'hui, on le fasse pas. Qu'on ne divulgage pas tout. On sait qu'il y a des affaires dans cette œuvre-là qui sont comme intéressantes puis qui sont plus secrètes vers la fin, etc. Fait qu'on va se garder ça. On va divulgacher comme la majorité des concepts généraux, mais pas jusqu'à la toute fin. Ben, c'est parce que le concept du jeu, c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu de résolution d'énigmes. Puis, si on le divulgage, on enlève complètement tout intérêt de jouer au jeu. Mm-hmm. Fait que je pense que dans le but d'amener des gens à l'essayer, le jeu, on va essayer de pas trop entrer dans les détails qui font que, justement, ça ferait en sorte que tu n'apprécierais pas le jeu. Là. Ouais. En tout cas, moi, je sais que je l'aurais pas apprécié si on me l'avait divulgaché. Ouais. Fait que je vais peut-être présenter le jeu un peu, puis... Ouais, vas-y. Après ça, je suis très curieux de savoir ce que tu en penses, parce que c'est moi qui t'ai tendu ouais. l'invitation. Fait que Outer Wilds, c'est un jeu qui est sorti en 2020, qui est publié par Annapurna Interactive. C'est un jeu d'exploration spatiale et de résolution d'énigmes, de découverte. Ça se joue en première personne. Puis on va surtout dans le jeu se promener d'une planète, d'un astre, d'un corps céleste à l'autre, dans un genre de micro-système solaire, à la recherche d'indices sur qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est quand même ingénieux. Quand tu commences, tu ne sais pas ce qui se passe. Puis, c'est à force de jouer que tu découvres que tu es pris dans une boucle temporelle d'une 20aine de minutes qui se solde par un supernova. L'étoile du mini-système solaire dans lequel on est fait juste comme imploser, exploser, peu importe. Et on se retrouve au départ encore de cette boucle-là. Puis, on recommence. Puis, on essaie de trouver plus d'informations. Mais on est quand même lâché lousse. C'est quand même un bac à sable. Fait qu'on peut aller... on décide de comment on gère cette 20aine de minutes-là. Dans le but, éventuellement, de faire une grande découverte. Dans le fond, ça, je peux le dire. Là, un des buts du jeu, c'est de découvrir l'œil. Puis on va avoir de l'information sur l'œil en faisant des recherches d'une planète à l'autre, puis en découvrant les archives d'une civilisation qui était là avant celle du personnage qu'on incarne. Comment t'as trouvé ça, Joël, Outer Wilds? OK. Donc, je vais partir sur un point négatif. J'ai pas le choix. Ça fait partie de raconter qu'est-ce que j'ai vécu quand j'ai joué. Ouais. J'ai commencé... Dans le fond, tu m'as dit, ben oui, on va jouer à ça. Il y a ça sur Switch. Il l'a pas sur Switch, c'est sur PC. Fait que là, je suis allé sur PC, mais j'ai donc commencé à jouer avec ma souris puis mon ASDW. Là.
Et j'ai détesté les contrôles, puis la façon de juste contrôler. C'était vraiment le gameplay là, au point le plus technique. Là. Ouais. J'étais comme, voyons, c'est mortel, genre j'arrive à rien, puis ça prenait 2 secondes que genre je faisais juste, ça marchait pas mes affaires. J'ai trouvé une façon de, c'est juste que je joue jamais à des jeux d'ordi, mais j'ai trouvé une façon de juste plugger une manette de Switch dessus. Si je me trompe pas, il n'y a pas un avertissement en plus au début. Ah, ce jeu-là est. Il est pourri en contrôle avec, Ok. avec la manette. Ouais, ça le Ou dit. la manette est suggérée. Alors, suggestion comme ça, utilisez une manette Mhm. de jeux vidéo. Fait que finalement, j'ai pu jouer avec une manette normale, puis ça allait bien, mais ça reste que les contrôles, puis la façon que le gameplay se passe, pour moi, j'ai trouvé prohibitif, simplement parce que je suis pas un grand joueur de jeux vidéo, j'ai pas beaucoup d'expérience à jouer à des jeux comme ça. Puis j'aime les jeux vidéo, mais ce jeu-là, son gameplay faisait comme, OK, ben là, si je meurs à chaque 2 secondes, ça me tente plus. Mhm. Fait que de contrôler les boosters, puis le manque d'oxygène, puis tout, mes premiers essais à jouer au jeu, ça m'a comme dissuadé de, ah, OK, ben regarde, là, j'ai joué pendant une demi-heure, puis là, je suis mort 10 fois, puis là, je fais, ah, j'arrive à rien. Fait que ça me prenait comme tout mon petit change pour y retourner. Et puis, j'avais d'autres choses qui se passaient dans ma vie cette semaine-là. Fait que, ah, ben, la semaine prochaine, tu sais. Fait que j'ai comme repoussé beaucoup. Puis, à un moment donné, j'ai dit, OK, là, je m'assois, puis je joue. Puis, j'ai joué jusqu'à un certain point de découvrir vraiment plus ce que le jeu a à offrir. Et là, j'ai commencé à avoir des émotions positives de jeu. OK. Mais ça m'a pris du temps de passer à travers des petites affaires poches de tutoriels puis de jaser avec les personnages. Est-ce que tu as joué en français ou en anglais? C'est Entrebois. J'ai joué en anglais. J'imagine c'est C'est Hearth. Underworld. Ah oui, oui, exact. C'est quoi? Hearth, ouais. Wood? Hearth? Ou Oh boy, là, tu m'en poses une bonne. Ok. Là. Le village de départ. Là. le village de Ouais. départ. Puis tout le côté un peu tutoriel, apprendre les machines, de pitcher le truc. Puis j'embarquais juste pas. Mais Mhm. il n'y a rien là-dedans qui est au niveau de la trame narrative ou de la démiurgie ou même de l'esthétique. Tout ça me plaisait. Ouais. C'était au niveau, genre, j'aime pas ça, jouer à ce jeu-là. C'est certainement une expérience unique. Là, tu sais, moi aussi, au début, j'ai un peu je partage pas mal la même expérience que toi. Même que moi, c'est un ami qui me l'a proposé le jeu. Puis à un moment donné, je lui ai dit, man, ça clique pas. Je pense que je vais arrêter. Tu sais, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a de quoi dans le timing qui est bizarre. Puis tu sais, puis là, cet ami-là me dit, OK, ouais, mais t'es-tu allé explorer, mettons, telle planète? J'étais comme, ben oui, j'étais allé, mais tu sais. Puis c'est comme si je m'étais donné à un moment donné un coup de pied dans le derrière, puis OK, je vais m'asseoir, puis je vais l'essayer. Puis là, à un moment donné, il s'est mis comme à avoir un déclic. Puis là, Mhm. après une découverte, un autre déclic, puis... Mais j'ai vraiment passé proche souvent de juste abandonner, surtout dans les débuts. Mais moi, je trouve que c'est ça que quand on commence dans ce jeu-là, il y a plusieurs freins. Un frein, c'est justement purement les contrôles. L'aspect aussi simulateur, un peu, simulateur de vol, etc., que je trouve que c'est aride. Comme sur les contrôles, puis contrôler le booster, puis là, tu t'en vas quelque part, puis tu t'écrases, puis tu dis, ah, OK, t'es mort. Ouais, là, faut que tu recommences. Tu recommences. Puis, assez rapidement, je fais comme, OK, j'ai pas le goût de tout le temps me réveiller à côté de ce feu-là, avec ce gars-là qui fait brûler des guimauves, puis genre, je suis tanné. Puis ça faisait 2 secondes que je jouais, mais j'étais comme, oh non, j'étais comme tanné d'avance. J'anticipais Ouais. que ça allait tout le temps être ça, puis que j'allais me tanner. Ouais, ou au contraire, il y a des moments où tu réussis à survivre longtemps, mais tu as délayé ton arrivée sur une planète ou un endroit important pour n'importe quelle raison. Puis là, tu commences à découvrir quelque chose, puis la petite toune qui t'annonce que la boucle de 20 minutes est en train de Ouais. finir commence. T'es comme, non, je viens juste C'est vrai? d'arriver. Ah non, je suis Ouais. sur le bord de faire ça. Ah non. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est mon commentaire gameplay. Je trouve que c'est le moins important sur ce qu'on fait, toi puis moi, mais Mhm. c'est le plus important au final parce que Pour l'expérience. ça a le fait que j'ai pas passé à travers le jeu. J'ai pas joué des heures et des heures et des heures. J'ai joué, je me suis désillusionné. J'ai fait, OK, il faut que j'y revienne. C'est pour comme du monde. Puis ma seule motivation, c'était c'est pour comme du monde. Puis à un moment donné, je suis arrivé à un point où la semaine passée, j'étais super occupé, puis j'ai pas pris le temps de jouer. Puis j'ai dit, hey, je vais arrêter là. J'ai joué en masse. Puis j'ai juste regardé, genre, des supercuts, des vidéos de monde Mhm. qui joue. Puis j'ai comme consommé du jeu vidéo
YouTube. Chose que je trouve pas nécessairement glorieuse ou appétissante comme façon de voir et de vivre le jeu vidéo. Puis je trouve que j'ai donc vécu une expérience qui est en dessous de ce que le jeu peut offrir. Par proxy. Ouais, par proxy. Fait que tu sais, quand tu regardes ça, c'est pas comme l'expérience de jouer. Fait que je suis conscient de ça. Fait que j'ai joué une version mise en abîme d'une vraie version, de jouer, d'avoir l'émotion joueur. Mais d'un autre côté, c'est ça, je peux accuser la vie, je peux m'accuser moi-même puis mon impatience, mais je peux aussi accuser les développeurs un peu. Oui. Le gameplay m'a rebuté. Là. Il a fait comme, non, toi tu joues pas à ça. Ouais, je comprends. Fait que après ça, ben embarquons dans les vraies discussions. Mais attends, moi j'ai un élément gameplay, par exemple, à souligner. Ouais. Là où je trouve que le gameplay brille, ou je sais pas si c'est du gameplay, mais c'est décidément de la mécanique là, derrière le jeu. C'est pas un jeu où tu débloques des pouvoirs, où tu améliores ton personnage, où tu... tu sais, comme dans Legend of Zelda, tu vas découvrir un nouveau machin qui va te permettre de maintenant... Tu sais, tu as le grappin, fait que là, tu peux passer par-dessus ce trou-là, puis là, tu peux aller plus loin. Dans ce jeu-là, les freins, c'est purement de la connaissance puis un apprentissage que tu fais en jouant. Fait que il n'y a jamais rien qui débloque, qui fait comme « Hey, tu as débloqué cette affaire-là, maintenant tu peux progresser. » C'est juste tu le sais, fait que maintenant tu sais où aller. Exactement. Mais ça, j'ai remarqué ça, puis en fait, il y a même d'autres points que je dirais que c'est des bons coups au niveau du gameplay dans ce sens-là. T'sais, l'aspect narratif du gameplay, l'aspect aussi comme la mécanique qui fait que les choses progressent. Juste le fait que dans tous les jeux, il y a une mécanique de save. Aujourd'hui, là, de notre jour, tu peux sauvegarder. Fait que dans n'importe quel jeu, tu sais, on n'est plus dans les années 70 puis il existe juste Pong, là, tu sais, comme tous les jeux, tu peux sauvegarder. Ouais. Ce jeu-là est un des rares jeux que c'est un aspect, pas juste une mécanique pour pouvoir jouer à ton jeu vidéo, c'est un aspect narratif important. C'est comme le centre de la narrativité du jeu, là. Ouais. Tu parles de la boucle de 22 minutes. Ouais. Puis, ouais. Fait que ce soit la boucle de 22 minutes, que tu te rendes jusqu'au bout puis c'est la supernova, ou que tu meurs dans le processus. Ou que tu arrêtes. Tu reviens... Au début. Ouais, tu reviens au début. Puis tu reviens au début avec des connaissances. Puis donc, un moment donné, t'apprends dans le processus dans le jeu, t'apprends des choses, tu développes des connaissances sur l'univers, sur qu'est-ce qui se passe. Puis t'apprends donc que le save puis la boucle elle-même fait partie de l'intrigue. Exactement. Pourquoi tu te réveilles? Pourquoi toi, tu arrives à aller dans le passé, puis recommencer, puis avoir une... Puis ça fait une mécanique... tu sais, il y a ça dans Majora's Mask. C'est à peu près le seul autre exemple que je peux penser. Mais dans Majora's Mask, c'est vu, su et connu dès le début. Là-dedans, c'est une découverte que tu fais, puis ça fait partie de ce qui te propulse. Ah, OK, maintenant, je comprends. Ouais, absolument. Il y a ça aussi dans Dark Souls ou... pas mal tous les jeux de From Software, ils vont utiliser ce qui est des mécaniques classiques de jeu. Là. Ouais. La sauvegarde, la boucle de mourir, recommencer, avoir des vies, là, ouais. Comme dans Mario. Là. Mais ils vont l'intégrer à un aspect narratif. Ils vont la mettre dans l'histoire. Pourquoi ton personnage, toi, quand il meurt, il revient? T'sais? Ben, c'est ce que je dis, Majora's Mask aussi. Oui, c'est vrai. Mais là, contrairement à Dark Souls, Majora's Mask, là, au début, tu le sais pas. Au début, tu penses que c'est un jeu vidéo. Mm-hmm. Puis maintenant, tu apprends que non, c'est pas parce que c'est un jeu vidéo que tu reviens. C'est parce que il y a un peuple ancestral qui a fait des découvertes technologiques, etc. T'sais. Mais dans le fond, c'est ce peuple-là. Parlons-en les Nomai. Oui, parce que dans le fond, tu passes tout le jeu à retrouver les archives de ce peuple-là pour essayer de trouver des indices sur qu'est-ce qui se passe. Puis on dirait que ils t'apprennent des choses sur ce qui se passe dans l'univers, puis c'est ça la mission. Mais ils t'apprennent aussi beaucoup de choses sur qu'est-ce que tu es déjà en train de vivre, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, par exemple, cet exemple-là, c'est genre la boucle. Ben, pourquoi elle se passe? C'est à force d'étudier des espèces de runes du langage des Nomai que là, tu vois, tu les traduis. Tu as comme un traducteur automatique dans le jeu. Puis, en lisant leurs conversations, tu comprends qu'est-ce qu'ils ont fait qui a mené à ce que toi, tu vives une boucle. Puis, pas juste ça, mais aussi ce qui motive leur arrivée dans ton système solaire. Puis,
tu deviens comme un peu intime aussi avec, je sais pas si tu as remarqué, là, mais moi, Les je commençais à personnages. reconnaître les personnages, tu Ouais. sais, parce que tu suis des nomailles en particulier, tu sais, qui communiquent entre eux, puis tu retrouves souvent les mêmes dans Puis une situation. c'est des scientifiques qui sont en train de faire des choses qui affectent le monde, la science, la vie. Fait que toi, tu vis après ça. Ton personnage, il est donc à la remorque de cette information-là. Il va chercher. Puis c'est pas juste des histoires, des conversations quelconques que des gens ont eues ensemble. C'est des conversations sur la science Mhm. et la physique du jeu, tu sais. Absolument. Oui. Ah oui, totalement. Parce que dans le fond, il y a, comme j'ai dit tantôt, il n'y a rien qui est comme un unlock, là, tu sais, ou un upgrade. Tout ce que tu fais, c'est que tu apprends, le jeu t'apprend, par l'entremise des nomailles, comment opérer selon les règles de ce système-là. Puis en connaissant les règles, ben, ça te permet d'accéder à d'autres choses. Tu sais, il y a même, sans divulgacher, là, il y a même une lune quantique dans le jeu, là, qui est comme une lune qui orbite autour de différents endroits, qui va comme changer de planète autour de laquelle elle orbite. Puis elle va le faire là, rapidement. Là. Des fois, tu la regardes, tu tournes le regard, puis quand tu reviens plus là. Mais c'est le principe d'incertitude de Heisenberg, là. C'est ça. C'est le concept des éléments quantiques. Mhm. Quand tu les... Quand tu les observes, quand tu les mesures, ils font une décision. Puis, ouais. C'est ça. Sous observation, ils ont un paramètre d'activer. Sans l'observation, ils l'ont pas. Là, tu réobserves, puis le paramètre est complètement différent. Et fait que c'est ça pour la lune quantique. Elle apparaît dans le cadre de l'image. Puis là, dès que tu la quittes, tu tournes de bord. Elle disparaît, elle change de place. Là, tu reviens exactement à la même place. Elle n'est pas là. Tu te retournes de bord, puis elle est rendue ailleurs. Puis dans le fond, le jeu va t'apprendre un set de règles, tu sais, comment opérer selon. Puis je les dirai pas, mais quand tu les apprends, c'est rien que ton personnage peut faire de nouveau. Là. Il aurait pu le faire, il aurait pu être capable de le faire depuis le début. Ouais, mais moi, ce qui me fait questionner automatiquement sur le concept du speedrun de ce jeu-là. Ben, ça doit être très rapide. Ben, c'est parce que moi, maintenant que je l'ai fait une fois, le jeu, je peux partir une nouvelle game puis m'en aller directement vers la fin. Mhm. Absolument. C'est vraiment un jeu... il y en a beaucoup, là, des jeux comme ça, mais c'est un jeu que, pour vrai, je me verrais pas rejouer une deuxième fois. Là. Mais c'est intéressant parce que c'est un jeu exploratoire. Dès que tu commences, tu sais pas trop où aller. On te donne un vaisseau spatial, un saut de cosmonaute, puis tu peux partir dans l'espace. Puis tu es un des gens, tu sais, comme dans ta communauté, il y a des gens qui sont envoyés sur des planètes. C'est comme pas, c'est pas le big deal. Il y a des gens qui, ouais, toi, t'es astronaute, ok, tu t'en vas ailleurs. Puis t'es juste laissé à toi-même. Puis tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire. C'est comme bien d'autres jeux qui sont sandbox. Mm-hmm. Mais lui, je trouve qu'il vient vraiment capitaliser sur cet aspect-là de l'exploration parce que ce n'est que de l'exploration. Tu vas dans une direction, tu découvres quelque chose, puis ça te donne des informations sur une autre planète ailleurs. Mais tu peux aller dans l'ordre que tu veux, tu peux faire tout dans l'ordre que tu veux. Et il n'y a rien d'autre à aller chercher que l'exploration te donne de la connaissance sur le monde. Fait que tu vis le monde. Il n'y a absolument aucun collectibles. Il y a absolument... il n'y a rien à récolter dans le jeu là, d'autre que de l'information. Ça a dû être difficile à écrire, comme à concevoir un jeu qui tasse toutes les mécaniques classiques des jeux vidéo pour ne garder que la découverte. J'ai l'impression que le jeu il a été écrit un peu comme... il y a un tableau de bord dans ton vaisseau. Mm-hmm. Puis ce tableau de bord-là est la seule chose qui ne change pas à chaque 20 minutes. Dans le fond, même quand ton vaisseau se fait détruire ou quand tu meurs, ou le supernova arrive, toutes les informations que tu as gardées sont dans ton tableau de bord. Puis c'est un schéma avec... c'est vraiment comme tous les éléments sont reliés ensemble par des lignes. Mm-hmm. Puis là, tu peux aller... parce que ce serait l'enfer, là, prendre des notes. Puis là, tu arrêtes de jouer pendant un mois. Puis là, tu reviens. Puis là, Fait que ça prend des notes. le jeu prend des notes à ta place. J'ai l'impression que c'est ça, l'écriture de ce jeu-là. Mm-hmm. Tu sais, le tableau là, de l'auteur là, ou des auteurs, il devait ressembler à ça. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà vécu en conception de jeu. OK? Tu sais, avec notre ami commun, Pierre-Marc, Ouais. j'ai déjà conçu des jeux de société pour le plaisir. Oui. Puis, il y a un jeu, un moment donné, que j'inventais, que je trouvais cool, puis qui était comme ça, qui était extrêmement narratif. Puis, je me suis rendu compte que la seule bonne façon d'écrire ce jeu-là, puis de le concevoir, c'était comme, tu sais, les jeux de type Legacy. Ouais.
Ou encore les livres dont vous êtes Les le livres héros. dont vous êtes le héros, exactement. Tu sais, tu vois que tel point peut brancher en 3-4 affaires, puis là, tu t'en vas là. Puis je pense que ces arbres de dialogue-là existent souvent dans les jeux. Tu sais, un arbre, vraiment en termes de dialogue, là, Ben où ouais. tu as un NPC, puis ton personnage, il parle, puis si tu choisis A, il s'en va sur une ligne de discussion, puis si tu choisis B, il s'en va sur une autre ligne de discussion, puis ça découle l'un de l'autre, etc. Mais dans ce genre de jeu-là, qui est purement un jeu narratif, c'est ça l'essence même de la bête, fait que c'est une écriture enchâssée. Mhm. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Probablement que les devs, c'est juste ça qu'ils ont designé en premier, puis on dit, ben ça, c'est... ou au fur et à mesure, mais c'est ça la mécanique. Puis ces arbres-là, d'habitude, sont gérés par le moteur du jeu. Là. Tu sais, si tu as pris telle option de dialogue avec tel personnage à tel moment, ben là, ça t'amène à telle place. Ouais. Mais dans Outer Wilds, t'as juste... Il n'y a rien qui... Mais ça, c'est un aspect que j'adore, parce que c'est une affaire que je déteste dans des jeux modernes, surtout des jeux qui sont très sandbox, c'est le concept du... t'as découvert ça, puis là, ça te fait un ping sur ta map, Oui. puis tu sais qu'il faut que tu y ailles là, Uh-huh. puis ça dit qu'est-ce qu'il va y avoir, puis qu'est-ce que... Tu sais, comme, finalement, c'est plus de l'exploration pendant tout, je fais juste opérer avec les missions que tu me donnes. Mais dans un jeu comme Outer Wilds, c'est libre à toi d'aller où tu veux, puis si quelque chose te nomme la sablière noire, mettons, le Ash Ashen Twin. Twin, Ash Twin, ouais, c'est ça. ben, quelque chose s'appelle Ash Twin Project, mais tu fais comme, OK, Ça doit être là. Ça doit être sur le Ash Twin. Fait que Ouais. tu t'en vas sur le Ash Twin, puis tu cherches. Mhm. Fait que c'est vraiment juste, tu déduis avec rien d'autre que du texte puis de l'info. Ça, là, je trouve le défaut de faire que Tu lis beaucoup. tout dépend des lectures puis du cahier de notes de Resident Evil qui traîne sa table. Mhm. Parce que c'est ça, les nomai, là. C'est juste de la lecture, puis de la lecture, puis de la lecture. Fait que, au moins, c'est funny un peu, les Les personnages, interactions les d'un interactions. nomai à l'autre, ouais. Je veux dire, c'est sympathique. Ouais, il y a comme une romance, là, puis... Oui. Mm. Mais c'est lourd, des fois. Tu fais comme c'est infodump un peu. Là. Ouais. Parlons justement de certains aspects là, du world building. Il y a de la xénobiologie dans Outer Wilds. Ben oui, tu joues pas un humain. Non. Non seulement tu joues pas un humain, mais les nomades non plus semblent pas être humains. Puis il y a des créatures dans le jeu. En fait, c'est pas vraiment un divulgateur. Tu en vois une dans le musée, là, Mm-hmm. qui ressemble à un genre de poisson des profondeurs. Là, Ouais. Oui, voyons, une baudroie. les poissons qui ont une genre de lanterne. C'est ça, une baudroie. Fait qu'il y a une Anglerfish. végétation. C'est anglerfish en exactement, anglais. oui. Ouais. Mais il y a toute une végétation aussi qui change d'une planète à l'autre, des concepts un petit peu éclatés, là, comme la matière fantomatique. Ouais. Ils appellent ça comme ça en français, je sais pas. Je là, me mais souviens pas. qui est comme une genre de matière dangereuse qui apparaît, qui semble juste comme... Matière fantôme. Matière fantôme, Mhm. ouais, qui fait juste comme Oups. ouvrir la réalité. Ou, fait que, ouais. Comment t'as trouvé aussi, je sais pas si j'appellerais ça l'aspect culturel, mais il y a vraiment une culture dans ce village-là au départ. Là. C'est un peu western, un peu même hillbilly, Ouais. Mais on envoie du monde dans l'espace. mais on envoie du monde dans l'espace. Moi, le côté genre espace western, automatiquement, ça m'amène à Firefly. Ouais. Mais c'est pas Firefly pantoute. Là. Non. Mais juste entendre du banjo puis être dans l'espace, ça m'amène là. Tu sais. Ouais. Ça, c'est du super bon flavor aussi. Là. Mhm. Que les prédécesseurs de ton personnage ont chacun un instrument de musique qu'ils ont amené avec eux dans leur voyage. Puis avec ton personnage est doté d'un genre de capteur, un receveur d'ondes, ou je sais pas comment dire Ouais. ça, là, mais il peut comme capter des ondes. Mais tu arrives à trouver le signal de tes prédécesseurs. Fait que tu peux les repérer sur les autres planètes quand tu te promènes d'une planète à l'autre. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça cool, ça, de... Moi aussi, puis ils jouent toutes la même tune. Ouais. Fait que c'est juste qu'ils ont tous un instrument différent. Fait que la chanson, vraiment, on peut parler de l'aspect musical, Ouais. mais j'ai trouvé que c'était très réussi. C'est une atmosphère musicale avec une chanson thème. Puis la chanson thème, elle est partout dans le jeu. Il faut que tu ailles la trouver. Il faut que tu ailles la rejoindre. Fait que quand tu es dans le vide intersidéral,
c'est le silence radio. Tu te sens dans le vide intersidéral. Puis là, à un moment donné, tu sors ton bidule pour capter les sons. Puis tu entends un harmonica au loin. Puis là, tu fais comme, OK, on va aller là. C'est quoi ça? On va aller chercher. C'est qui est là? C'est qui l'autre cosmonaute qui est allé à cette planète? Puis en fait, ils sont tous extrêmement faciles à trouver. Tu sais, si tu prends le temps de trouver le signal d'un, ben, tu vas finir par le trouver. Ils sont répandus dans le système solaire. Mais il y en a un. Ils l'ont jamais revu, ils l'ont jamais retrouvé. Ils savent pas ce qui est arrivé. En fait, c'est lui l'harmonica. Je nomme le mauvais. Hein? Fait que l'harmonica, tu arrives à la capter, mais c'est un gros casse-tête en soi. Déterminer la source du signal. Là. Puis, comment t'as apprécié le mode d'écriture des Nomai? Je veux dire, ça marche. C'est pas de l'idéolangaison. Non, parce que c'est la même texture, le même asset qui est réutilisé, peu importe c'est quoi le texte. Là. Ouais. Puis aussi parce que t'es pas invité à apprendre ce texte-là. Tu te fais donner un traducteur automatique. Fait que c'est juste esthétique. Ouais. D'un point de vue esthétique, c'est vraiment cool. Mais comme je suis linguiste, j'aimerais ça. T'aurais aimé ça qu'il y ait de la mais c'est la déception constante dans tous les jeux. Je veux dire, mettons, as-tu déjà joué à Ni no Kuni? Ouais. C'est cool, Ni no Kuni, j'adore ce jeu-là. Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais j'aime beaucoup l'esthétique. Puis il y a ça, il y a genre un manuel de recettes de sorcellerie, de je sais pas quoi, avec des symboles. Puis la seconde que je suis tombé dessus, j'ai fait j'y crois pas qu'ils me font un vrai jeu de linguistique. Puis comme de fait, non, c'est juste un codex. Ouais. C'est comme ce symbole-là, si tu regardes comme du monde, il revient tant de fois. Dans le fond, c'est la lettre P. Puis ce symbole-là, souvent, il revient tant de fois. Dans le fond, c'est la lettre E. Puis regarde, il est écrit P. Ouais. Mais tu sais... Ça, je comprends pas comment les développeurs se disent qu'on va trouver ça le fun de remplacer des lettres par d'autres lettres. Exactement. Parce que ça, c'est ni le fun, ni de la linguistique. Ouais. Fait à quoi ça sert? Tant qu'à faire, choisis ton système de codex, puis fais-en juste une belle affaire qui apparaît dans l'esthétique de ton jeu. Ouais. Genre, t'es pas obligé de nous faire traduire des affaires puis changer une lettre pour une autre. Fait que je comprends très, 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 très bien ta déception. Mais c'est joli. Puis c'est intéressant que ça fasse comme des espèces d'arbres conversationnels. Exactement. Sur des murs. C'est comme si les idées se branchent. C'est comme des branches d'une autre idée. Puis les réactions, il y a un système de couleurs aussi pour savoir qui parle. Puis, fait que c'est ça. Mais je me disais bien que quand posant la question, le fait que ce soit seulement visuel allait te décevoir. Mais c'est une très petite équipe, je pense, qui a fait le jeu. Fait que là, de là à dire qu'ils vont faire de l'idéolangaison pour un jeu. Ouais, non, c'est ça. C'est correct, c'est pas ça le mandat. Ouais. Tu sais, je veux dire, prends Arrival. Ouais. Arrival prend des décisions fortes, linguistiques, par rapport à sa prémisse, puis à son punch final, puis à son histoire. Mm-hmm. C'est très bien fait, ça m'impressionne, ça m'a plu. C'est pas de l'idéolangaison dans le même sens que Tolkien a inventé l'elfique, puis il a passé des années à faire... à juste monter un dictionnaire puis une grammaire. Mm-hmm. C'est pas ça. Arrival prend des décisions fortes, intelligentes et narratives, mais ils n'ont pas fait d'idéolangaison comme telle. Puis je m'en fous. J'adore ce que ça décide de faire avec une langue extraterrestre. Ouais. Fait qu'il y a des choses que tu peux faire sans vraiment jouer au petit linguiste. Mm-hmm. J'ai remarqué quand même que il y a Bon, la plupart du temps, les textes sont toujours sur les mêmes genres de parois là, qui doivent servir justement d'endroit pour écrire, pour laisser des notes, pour communiquer. Mais il y a un moment donné où, sur une planète, il y a une colonie, je dirais. Là, c'était une ancienne colonie Nomai, puis tu lis les notes que des enfants se sont laissées. Ah ouais? Puis l'écriture des enfants, ces fameux arcs-là, c'est un trait comme plus naïf, plus... ça paraît que ça a été écrit par un enfant. Ça, c'est cool. Ouais. Je l'ai pas vu, ça. Ouais. J'ai pas joué. Un petit choix, ou une attention particulière qui fait qu'on dirait que c'est un petit peu plus immersif. Mm-hmm. Est-ce que... mettons, au début, ça donne l'impression que le système solaire, les planètes... Moi, en tout cas, l'impression que j'avais, c'est les planètes, c'est ça qu'on va aller faire. On va découvrir des planètes. Et donc, je regarde le système solaire, d'emblée, je vois qu'il y a comme 7 planètes. Ou je sais pas, 6, je sais pas. Il faudrait compter, là, mais
Puis j'étais comme, OK, mais ce jeu-là il est tout petit, il est tout court, tu sais. Parce que c'est un jeu d'exploration des planètes. Les planètes sont minuscules. Puis je vais me promener avec mon vaisseau d'une planète à l'autre. Puis je vais avoir fait le tour, genre en 1 heure. Mhm. Mais c'est pas ça. Je trouve que ça te berne. Ça te fait croire que c'est un jeu d'exploration géographique quand c'est un jeu Totalement. d'exploration temporelle. Mhm. Puis ça, j'ai aimé ça. Quand j'ai catché ça, j'ai fait « Ah, OK, c'est pas... » Genre, ce que je recherche, c'est de la connaissance, c'est de la compréhension spatio-temporelle. C'est pas tant « Va chercher telle roche dans telle forêt sur telle planète. » Fait que c'est pas vraiment l'exploration des planètes qui est aussi importante parce que, comme tu dis, quand tu commences le jeu puis tu as déjà joué puis tu as déjà fini le jeu, tu peux y aller direct à la fin. C'est pas la distance qui te bloque, c'est pas la complexité de te rendre au point, c'est de connaître ton système solaire. Ouais. Une fois que tu as la connaissance, tu as le raccourci. C'est aussi que tu vas retourner au même endroit souvent, tu sais. Mais avec d'autres perspectives, parce que là, tu as appris quelque chose de nouveau. Fait que là, tu vas retourner sur la même planète, mais avec la nouvelle information que tu as, mais là, tout d'un coup, tu as accès à un autre endroit. Ou, tu sais, le fait aussi qu'on est tout le temps dans le même 22 minutes, ben, l'exemple des 2 planètes sabliers, Ouais. ben, l'état des 2 planètes change vraiment drastiquement selon t'es où dans le 22 minutes. Oui. Fait que là, des fois, tu arrives face à un puzzle de genre, comment je vais faire pour aller là? Puis là, tu te mets à réfléchir au temps. Puis là, OK, mais dans le fond, si j'arrive à tel moment dans la boucle, mais là, le sable de la planète A va être rendu sur la planète B. Oui, Fait que c'est là, ça, parce que c'est 2 planètes dans un système binaire où il y en a une qui se déverse dans l'autre. Ouais. Fait que pendant les 22 minutes, tu arrives à un point que tu fais comme pourquoi il y a nulle part où aller, il n'y a pas de porte. Ouais, mais la porte est déjà ensevelie. Ouais. Recommence, reviens. Ou encore, comme tu dis, tu sais, à un moment donné, faut que tu passes à quelque part où il y a des cactus partout, puis là, les cactus vont percer ta combinaison. Mais si tu attends que le sable se remplisse un peu, là, le sable arrive par-dessus le tapis de cactus, puis Ouais. enfin, tu peux genre avancer, puis pas genre mourir. Ouais. Puis chaque planète ou la majorité des planètes ont leur petite twist sur comment ils gèrent la transformation de la planète sur le 22 minutes. Mhm. Ouais, ça, j'ai trouvé ça. En fait, c'est presque ça, l'entièreté du jeu. tu Ben sais, oui, de c'est ça. retrouver la temporalité. OK, cette planète-là, elle change de cette façon-là. Puis là, plus tu te mets à connaître ton système solaire puis ta séquence dans le temps, mais plus tu as accès. Exactement. Puis c'est là que je vois ça, que c'est pas tant de découvrir la géographie de la planète, parce que les planètes sont tout petites. C'est découvrir que la géographie évolue avec le temps. Fait que, dans le fond, on n'a pas... Si tu regardes les états de jeu différents, Ouais. t'as pas juste 6 planètes. T'en Non. as 6 fois 22. Là. Ben, c'est pas vrai que ça change à chaque minute sur chaque affaire, mais tu sais, Quand même. t'as ça. Il y a aussi le fait que ton personnage il est doté de certains outils. Là. Je sais pas si on les a dit, mais t'as lui qui pour lire les ondes. Puis t'as un genre de petit... T'as une sonde. t'as une sonde que tu peux pitcher et elle prend des photos. Puis tout le jeu se règle avec ces outils-là. Puis ton traducteur. ton traducteur. Ta lumière. Puis ton ordinateur de bord. Ouais, qui garde des notes pour toi. Ton vaisseau spatial. OK, c'est bon. Puis ta combinaison. OK. Puis ça aussi, c'est stressant, l'oxygène puis le gaz, des fois. Ouais. T'arrives à un moment où tu fais comme, OK, parce qu'il faut que tu gères tes niveaux d'oxygène puis de gaz. Puis ça, c'est une mécanique plus classique. C'en est une, comme il n'y en a pas beaucoup de ça, mais vraiment une mécanique classique. Gère tes ressources. Ben, moi, j'ai trouvé ça quand même, mettons, horrifiant. Mhm. De me retrouver dans des endroits où, genre, hey, je suis en train de. Hey, je vais rester pogné là, puis Puis le je sable suis va trop monter. loin de mon... de Ben, mon ça, être trop loin puis manquer d'air. ouais. Ou la fameuse planète qui s'ensevelit. Tu sais, à un moment donné, j'étais juste comme pogné dans une caverne, puis le sable. Ah, OK, je suis mort. Puis là, tu te fais écraser par le sable contre la... Absolument. Puis il y a plein d'autres trucs que je veux pas divulgacher, mais Mais il y a des plein de situations façons qui de sont mourir. Très, que- très, très horrifiantes. Ne serait-ce que un moment donné, ça m'est arrivé en jouant que j'essaie de revenir à mon vaisseau, puis j'ai été comme bifurqué, puis là, je me ramasse en dehors de l'orbite, puis là, je me ramasse dans l'espace. Je fais comme, OK, fait que là, faut que j'essaie avec mon booster de me ramener jusqu'à mon vaisseau, mais la planète s'en va dans l'autre direction, puis s'en va trop vite, puis je peux pas la rattraper. Puis là, je meurs à bout d'oxygène dans le vide intersidéral. Il y a aussi ce tout petit choix
vraiment intéressant qui fait que quand tu n'as plus de carburant pour tes boosters, tu peux puiser dans ton air Ouais. pour booster. Fait que là, t'es comme dans un marché. Là, je vais-tu prendre plus d'air en me disant que peut-être je vais me rendre? Ou... Il y a quand même ce petit choix-là qui est cool. Ben, je t'avoue que quand je voyais la visière craqueler, c'est comme, OK, c'est fini. Ça fait un drôle de feeling quand tu meurs dans ce jeu-là. Ouais. C'est pas... Tu sais, comme d'un jeu à l'autre, c'est différent, la façon qu'ils te font mourir. Tu sais, juste le moment, là, comment ils te le communiquent. Puis je sais que ce jeu-là, je vais m'en rappeler longtemps de comment je mourais. Parce que je mourais pas mal. Moi, je me suis pitché dans le soleil Ouais. une bonne dizaine de fois. Là. En allant à la station? Non. Juste en... tu refais la même run plein de fois, puis là, t'as comme un genre de semi-pilote automatique. Là. Ouais. Je vais être correct. Ah oui! Finalement, dans le soleil. Le pilote automatique, il t'amène à proximité d'eux, mais t'arrives, puis tu vas déjà trop vite, il faut que tu ralentisses. Puis... Ouais. Ben, il te ralentit, mais il faut que tu t'adaptes vite quand tu ouais. Il y a quand même un moment d'émerveillement, moi, la première fois que j'ai atterri sur l'immense planète d'eau. Là. Oui, avec les trombes d'eau là, qui montent dans les airs. Ouais, puis juste l'échelle. Là, toutes les autres planètes, on dirait que tu atterris dessus. Comment ça s'appelle en anglais, cette planète? Giant Deep. OK. Giant Deep. Ouais. Puis, en français, c'est Léviat. Ah, comme Léviathan. Ouais. Ils ont été pire. chercher quelque chose d'autre. Mais, toutes les autres planètes, on dirait que what you see is what you get. Là. Genre, ta voix de loin, t'atterris dessus, puis c'est ça. Mais je sais pas celle qui s'appelle Gravité. Qui est creuse, là. Il y a une planète creuse. Elle, t'as l'impression que ça va être plus compliqué. Ouais. Dès que t'arrives, tu fais comme, OK, je fais quoi ici? T'sais. Mais, c'est une planète là, qui, dans le fond, la surface est fragile, puis l'intérieur est creux. Puis il a l'air d'avoir comme toute une cité à l'intérieur de la planète. Là. Ouais. Puis, mais elle, c'est ça donne cette impression-là. Dès que ta voix, tu sais que c'est bizarre un peu. Ouais. Tandis que celle dont tu parles, ta voix de loin, puis tu dis, c'est juste une planète ronde. Puis t'arrives, tu passes au travers d'un couvert de nuages. Une atmosphère. Ou, puis là, c'est bizarre au bout. Ben, tu sais quoi, je pense qu'il triche. Je pense que quand tu passes au travers de ce couvert-là, il y a de quoi qui se passe, puis là, tu arrives sur quelque chose qui est plus gros. Ouais, il y a un shenanigan, là. Pour vrai, parce que tout le long, tu arrives sur des petits mondes, puis là, quand tu arrives sur cette planète-là, c'est comme wow, c'est donc bien gros. C'est une vraie planète immense. Elle est immense, mais c'est pas vrai. Elle est super petite, là, mais elle file immense. Ah ouais. J'ai trouvé qu'il y avait un sentiment. C'était existentialiste. L'absurdité d'un univers qui veut rien dire. Puis plus le jeu avance, plus tu découvres les choses, plus tu sens ça. Dès que tu commences à dealer avec les trous noirs, les trous blancs. Mais même les nomades sentent un peu ça, là, que leur recherche sert un peu à rien. Tu sais, l'œil, c'est comme un peu le centre de l'univers. Là, où, ça sert à quoi de le trouver? Puis ça va donner quoi en bout de ligne? Puis ça a l'air d'être comme leur quête. Ça a l'air d'être ce qui les définit. T'sais. Fait que vraiment, d'un point de vue purement analyse narrative, ce que je trouve intéressant dans ce jeu-là, puis je sais qu'il y a plusieurs fins possibles au jeu. Ah, OK. Ouais, ne serait-ce que si tu n'actives pas la statue au début, tu meurs pour vrai. Faut que tu recommences le jeu. Ça, c'est une qui est comme le fin. Dispositif qui fait que tu t'es pris dans le time loop. Là. Ouais, mais il y en a d'autres fins possibles. Ah, OK, je savais pas. Il y a plusieurs façons que tu peux arriver genre à la fin du jeu. Puis j'aimerais ça les explorer plus parce que j'ai pas checké toutes. Je voulais me garder un peu plus. Puis je disais, un moment donné que j'y rejouerais, puis je vais essayer. Ouais. Mais c'est sûr que pour moi, ce que ça attise comme thème, c'est l'absurdité camusienne. C'est de dire, on va tous mourir, l'univers sert à rien, ça veut rien dire. Mm-hmm. C'est parce qu'à un moment donné, tu tombes dans comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, puis pourquoi tout est en... L'étoile s'en va en supernova, puis c'est quoi l'œil, puis etc. Plus tu as de réponses, moins c'est satisfaisant à ton petit cœur de... Ah, tu sais, il n'y a aucun confort. Absolument, ouais. Puis, fait que, sans rien divulguer, ça reste que... Je pense que c'est ça le thème. Je pense que les émotions que tu vas vivre les plus fortes là-dedans, c'est être impressionné par tout ce que tu découvres. Puis plus que tu le connais, plus que tu sens que tu es une petite roche infinitésimale dans un univers. Je sais pas si ça vient avec être derrière la manette, par exemple, mais quand j'ai bouclé la boucle, quand j'ai fini le jeu,
j'avais quand même un très grand sens de satisfaction. Puis, tu sais, c'était... Ah, le côté détective. Ouais. Tu as résolu l'enquête. Ouais, mais tu sais, il joue quand même avec avec certaines cordes sensibles à la fin. Là, tu sais, la musique, les personnages que tu as croisés. Ouais. Fait que, c'est ça. C'est quand même, oui, je comprends le truc existentiel, mais reste qu'au niveau personnel de ton personnage, la fin est satisfaisante. C'est vrai. C'est vrai. C'est existentiel pour le joueur. Mhm. Mais pour le personnage, je ne sais pas à quel point ça l'est. C'est une distinction qui est difficile à faire, puis que c'est une réflexion super pertinente à avoir quand tu parles de narrativité. Ouais. Est-ce que tu veux faire vivre à ton spectatorat la même chose que tu fais vivre à ton personnage principal? Dans le cadre d'un jeu vidéo où c'est première personne, on dirait que ça va de soi. On peut quand même les différencier, mais c'est un exercice un peu plus cérébral. Mais si c'est un roman ou si c'est quelque chose qui n'est pas interactif, c'est vraiment une question que je trouve toujours intéressante. Faudrait y revenir à mener. Mm-hmm. Ouais. Ben là, tu vas me lire un texte. OK. Ouais. Ah ouais, tu casses ça de même. Ben, toi. on sort À de froid. Outer Wilds, ouais. OK, c'est bon, parfait. Qu'est-ce que tu vas lire? Je vais lire un texte, comme d'habitude, un court texte. Une lettre au tribun. Ouais, je dirais pas au tribun, mais je te laisse la découvrir. Cool. OK, on s'en va de l'autre côté. OK. Liste de souhaits de Gisime Lacottrage. En mon assolulité blatienne de connaissance du chat qui ment 2 fois par jour, je présente cette supplique au Tibrun de la Plègue. Cher Monsieur Tibrun, je m'appelle Gisime Lacottrage, puis j'ai 2 ans. Je suis un enfant très gentil, puis j'ai été super sage toute l'année. Papa, il a dit que ça servait à rien que je t'écrive parce qu'on est rien que des coquerelles, puis le Tibrun, c'est pour la Plègue. Fait que j'ai demandé à maman, puis maman, elle a dit que c'était correct. Mais là, papa, il a dit que maman, elle faisait du faux espoir. Je sais pas c'est quoi du faux espoir, mais là, le monsieur Bourdon avec les boucles d'antenne, il est passé, puis papa, il est parti. Papa, il va sauver l'Empire des méchantes couleuvres pour qu'on devienne la Plègue. Fait que là, maman a dit que je peux t'écrire. J'ai compris que tu exauces des souhaits. Je voulais te demander pour des crêtes toutes les couleurs, comme Miange Strauch a là. C'est son mononcle qui en a rapporté du pays des Perruches. Puis Miange Strauch, elle a dessiné plein d'oiseaux colorés sur le mur de pierre entre nos champs. J'aimerais ça, moi aussi, avoir des craies, mais je suis pas tant bon en dessin. Je pourrais quand même dessiner des nœuds porte-bonheur sur les portes du village pour empêcher les poilus de rentrer chez mes amis. Je suis bon pour dessiner des nœuds. La semaine passée, Miange Strauch, elle a délégagé. Son papa, il a dit que ça devenait trop dangereux. C'est à cause des gros poilus. Y a-tu ça chez toi, Tibrun, des gros poilus? J'espère que non. Ils sont pas gentils, les gros poilus. Ils font peur parce qu'ils portent des armures puis des brahoules cloutés puis ils descendent jamais de leur gros bison barbu. Sauf quand ils rentrent chez le monde le midi, quand toute la famille fait dodo pour leur faire des chatouilles. Mais c'est tellement des grosses chatouilles que les enfants, puis les papas, puis les mamans, ils rient trop fort, puis leurs mandibules décrochent, puis leur âme leur glisse par la bouche pour s'envoler dans les étoiles, rejoindre le vieux Krishnouk. Maman a dit que ça fait pas mal, puis que c'est juste très drôle. Mais moi, j'ai pas envie de rire autant que ça. Je veux juste retourner à la maison. Puis je veux que Miange Strauch revienne pour qu'on fasse des dessins ensemble. Moi, j'ai pas vraiment besoin de mes propres craies. Hein. Je peux partager avec les amis. Mais pour ça, il faut des amis. Monsieur Tibrun, tu pourrais-tu ramener les frères Mlespiège-Ronstre, puis aussi Gnamioniel, qui habitait au bout du rang? Lui qui sent la soupe. Je pense qu'ils ont assez ri. Tu peux aussi ramener mes grandes sœurs. J'ai changé d'idée. Ça me dérange plus qu'ils jouent avec ma doudou. Maintenant, maman puis moi, on habite chez le meunier à l'Euspiatatal. Parce que les gros poilus sont venus faire des chatouilles au village. Elle m'a réveillé, puis on est parti par les tunnels pour éviter le gros soleil. On entendait leur armure, puis je pense que j'ai entendu mes sœurs rire. J'étais content qu'ils se fassent chatouiller, parce qu'ils m'avaient volé ma doudou. Mais là, je m'ennuie plus de mes sœurs que de ma doudou.
Le meunier, il crie fort puis il me laisse pas jouer dans le moulin avec lui puis maman. Il dit que c'est pour les grands seulement, le moulin, puis il m'embarre dans le pouloulailler. Au début, j'aimais ça courir après les pouloulets, mais là, j'aime plus ça puis je veux dormir avec ma maman. Maman a dit que ça sera plus très long, que bientôt, le meunier il va partir puis qu'il va nous laisser son moulin. Elle dit aussi que les poilus vont finir par aller hiberber puis qu'on va pouvoir retourner à la maison. Moi, je trouve ça long. Je veux rentrer tout de suite. Puis je veux revoir les amis, puis papa, puis je veux que les gros poilus retournent chez eux, puis qu'ils amènent le meunier avec eux. J'ai décidé que c'était ça mon souhait. Tu peux me les exaucer, petit brun? Parce que j'ai été super sage. Laisse faire les craies. Tu peux les donner à un enfant qui est meilleur que moi en dessin. Merci, monsieur Tibrun. Je t'aime. Bonne journée. Donne des bisous à tes sénateurs. Gésilme la Cotrage. Cacheté par le bureau du tribun et l'Ourmoud. J3, S1, M5, A4, L2, C20. Air de Sieb. Traduit de l'Irial par le Journaux. Wow! Man, c'est bien dark. Comment ça, c'est dark? C'est une lettre au Père Noël. On est le 26 décembre. Ben, c'est dark parce qu'il y a quand même une petite vibe La Vita est Bella. Là. Ah ouais, la Vita est belle là. Ben, je comprends, oui. Tu comprends, là? Ah, moi, je l'ai pas vu de même. Moi, je pense qu'il va bien. Fait que premièrement, c'est pas facile de tirer des conclusions de la bouche de quelqu'un qui écrit pas bien puis qui parle pas bien. Là. Ben, des mandibules. Là. Ouais. Fait que il y a quand même beaucoup de stock à sortir de ce texte-là. Mais premièrement, moi, la chose que j'arrive pas à comprendre, c'est que j'en ai conclu que le père de cet enfant-là a été comme conscrit. Mais aussi, il y a du monde qui rentre dans les maisons puis qui tue le monde. Les poilus. Ouais. Fait que les poilus persécutent les blattes, mais les abeilles, en tout cas, ceux qui ont des antennes, Ouais, le monsieur le bourdon avec les boucles d'antenne. ouais, eux, ils rentrent dans les maisons puis ils envoient les papas à la guerre. Ah, Est-ce que c'est à peu près ça? c'est à peu près ça. Tu veux-tu que je te désambiguise tout ça? Désambiguise-moi. Le pays des coquerelles est au nord complètement de l'Empire, puis il fait pas partie officiellement de l'Empire. Puis les coquerelles sont pas officiellement de la plèbe. OK. Euh, J'ai compris qu'il allait pouvoir gagner son droit à faire partie de la plèbe en allant exactement. Ils sont pas des citoyens à part entière. à la romaine. Là. Ouais, c'est ça. Fait que t'as les patriciens, qui sont les furets, puis les abeilles, puis les aigles, puis les éléphants. Puis t'as tous les autres peuples de la plèbe qui habitent sur le territoire de l'Empire. OK. Mais puis je peux les nommer, là, c'est les corbeaux, les tortues, les fourmis, les champignons, les chameaux et les serpents. Mais là, les serpents sont en guerre. Exactement. Ils essayent de revendiquer leur propre... Fait qu'ils sont en guerre dans leur propre section de la map. Et donc, c'est la guerre. On conscrit tout l'Empire pour aller régler le cas des serpents puis se réapproprier leur territoire. Ça a l'air que c'est peut-être pas suffisant. Fait qu'ils font même une espèce d'appel spécial à « Vous habitez dans les terres des coquerelles. Vous êtes une coquerelle. Vous n'êtes pas reconnu comme citoyen. Venez vous battre avec nous. Offrez votre chair pour nos canons, pour leurs canons. Mm-hmm. Puis vous allez avoir droit de faire partie de la plèbe. » Fait que là, il y a un monsieur qui est venu officiellement, un bourdon qui est venu officiellement dire ça. Le papa est parti. OK. Les gros poilus, c'est ce qui arrive quand toutes les personnes en âge de se battre désertent le pays. Ah. Il y a un autre peuple qui vient d'ailleurs puis qui est rentré dans le territoire. Puis ça, on n'a pas d'autres informations sur eux à part qu'ils sont poilus. On a une autre information, c'est gros poilus. C'est quoi qu'on a comme information? Ils ont des gros bisons barbus. Ils ont des bisons barbus, ils ont des grosses braoules cloutées, ils ont des narmures. Mais aussi plus loin, maman a dit que les poilus vont finir par aller hiberber. Ah! Des ours.
Ouais, c'est des Cool. ours. Ben oui, j'arrive pas à croire que j'ai... Ben, Iberbé, là. Tu sais. Mais, mais mon peuple ours, j'en parle jamais parce qu'ils sont vraiment loin, loin, loin de l'Empire. Mais là, quand le pays des coquerelles se déserte, les ours rentrent dans le tas. Je comprends. OK. Ah oui, ben ça fait du sens. Fait qu'il y avait cette dualité-là, tu sais, que... Fait que dans le fond, les ours sont comme opportunistes. Ben, dans cette Ils viennent comme situation-là, envahir ce territoire-là. ils font comme... ce mot, c'est juste des enfants puis des aînés. OK. Fait qu'on va rentrer dans le tas. OK, j'aime ça. J'aime vraiment aussi le fait que tout nous est servi en naïveté, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, l'aspect qu'ils se font zigouiller, dans le fond, c'est ça que je dis que c'est super dark, là, mais c'est les chatouilles, tu sais, puis tes mandibules décrochent, puis ton âme s'en va, puis là, on apprend que ses sœurs sont mortes. C'est comme complètement horrible. Est-ce que... comment je phraserais ça? Ben, c'est une histoire de Noël. Ben, c'est ça. Ben, est-ce que... bon, là, ils s'en vont ailleurs, on apprend qu'ils s'en vont. Est-ce que tu situes un peu aussi dans ton intrigue ou dans ton histoire le moment où ils vont hiberner avec, je sais pas moi, la révolte des couleuvres ou... tu sais, je sais que j'ai comme pas le droit de faire ça, mais on va-tu finir par savoir si cet enfant-là survit? C'est ça que je veux savoir. Ah! Je sais pas. J'ai aucune idée si Gésil Mlacotrage survit. J'ai inventé Gésil Mlacotrage pour mettre en scène une situation que je savais qui arrivait, là, de migration de peuple, de politique, puis là, j'ai fait de la bouche d'un enfant. Il pense que le Tibrun, c'est le Père Noël. Ouais. Il veut dire Tribun, mais il dit Tibrun. C'est malade, ça, Tibrun, là. Fait que moi, je trouvais ça cool comme idée. Je suis parti de ça. Puis après ça, ben, plus j'avançais dans le texte, plus j'étais comme, OK, fait que lui, il y a ça qui se passe, puis lui, il l'interprète de même. Il y a ça qui se passe, puis lui, il comprend pas. Mais genre, asti que c'est dark. Ouais, c'est vraiment. ce qu'il vit. Tu sais, puis je veux pas en parler, puis je veux pas foncer dedans à tête première. Je veux juste que ça soit comme effleuré, puis qu'on se sente extrêmement de plus en plus mal à l'aise pour ce pauvre enfant, puis qui finit avec « Je t'aime, Tibrun », Ouais. puis que lui, il le voit pas. Fait que, ouais, Puis on la le vie sait, est belle, là. nous, on le sait que le tribun, il y en a beaucoup sur son assiette. Là. Ouais, puis qu'il s'en calisse, là. Ouais. Moi, en tout cas, ça, c'est une interprétation que j'ai. OK. Parce que c'est pas vrai que j'ai des réponses à donner sur le tribun, qu'est-ce qu'il pense de cette lettre-là. Là. Pour l'instant, je sais pas. OK. Mais d'après moi, il va s'en calisser. D'après moi, ça y passe 6 pieds par-dessus la tête, un enfant d'un peuple qui est même pas un peuple impérial, même pas de l'Empire. Là. Fait que Ah, c'est des coquerelles. c'est des coquerelles. Fait on a parlé de stéréotypes, puis tu sais, les coquerelles sont un peuple vraiment méprisé à travers Gadine. Des indésirables. Et puis, ils se font faire la belle promesse par l'Empire. Vous allez être citoyens, mais même s'ils deviennent des plébéiens, ils vont être la lie de cette société-là. C'est-tu la première fois où on est témoin d'un personnage coquerelle? Non, il y avait un... Oui, parce que la seule autre mention des Blatiens, c'était dans mon premier texte, Ouais. où il fallait que Gorien Daokshurban fasse des sandales pour toutes les races. Fait qu'il nomme, genre, même des esclaves Blatiens. Ouais. Fait qu'il y avait dans ce texte-là la mention qu'il y a des coquerelles qui sont dans l'Empire puis qui ont le statut d'esclaves. Là, ici, on n'est pas dans l'Empire. On est juste à l'extérieur. On est passé la frontière. Passer la frontière, ils sont libres, ils sont dans leur pays, mais ils ont l'air d'avoir peu pour eux, assez pour que ça devienne intéressant de faire un deal de le papa va à la guerre pour permettre à maman de devenir citoyenne, parce que lui, il va mourir à la guerre, tu sais. C'est comme de même que c'est perçu, là. Lui, il est allé se sacrifier, puis la maman va offrir une meilleure vie à son enfant. À ses 3 enfants, mais non. Finalement, non. Un enfant. Un enfant. En même temps, ça fait plus de cadeaux. En tout cas. Oui. Mais moi, j'ai vraiment aimé que dans la lecture, tu parles des poilus qui viennent à midi quand tout le monde dort. J'étais là, wait, what? Tu sais, d'habitude, dans le classique, c'est genre, ils viennent comme ils viennent la nuit. Mais dans le fond, c'est des coquerelles, tu sais. Ouais, ils sont nocturnes. Ils sont nocturnes. Ils sont très actifs la nuit, puis le jour, ça dort. Ouais. Puis Ouais. le fait qu'il y ait des souterrains aussi. C'est tout le temps cool. Tu sais, on parlait de stéréotypes, exactement, dans l'autre épisode. Puis je trouve que tu capitalises bien sur ce qui fait qu'une coquerelle est une coquerelle. Même jusqu'à ta façon de nommer les coquerelles. Comme,
pour vrai, là, si les coquerelles étaient capables de se trouver des noms, là, puis on veut trouver les affaires les plus bizarres, là, ben, c'est ta convention de nommer les coquerelles. Ouais, ben écoute, j'ai 2 affaires à dire là-dessus. Mhm. J'ai jamais voulu que mon peuple blatien parle bien Irial puis que tout se passe en Irial parce qu'ils sont à l'extérieur de l'Empire. Mais aussi, si je pour leur développer une langue à eux, je peux faire de l'idéolangaison puis travailler fort pour créer une langue logique et solide. Ou je peux juste me fier à un ami d'enfance que j'ai qui s'appelle Mathieu, qui parle tout croche puis qui déforme des mots puis il dit des affaires... il dit des affaires qui n'ont aucun sens, puis il prononce des syllabes drôles, puis il trouve ça drôle, depuis toujours et pour toujours. Et il m'a donné, au fil des années, une banque intarissable de mots tels que « Gésil Mlacotrage ». Alors, ce nom-là, il n'est pas de moi. C'est un mot qui a été dit par mon ami Mathieu. OK, parce que Mathieu, il a dit Gésil Macotrage. Il a dit tous les mots drôles que tu trouves là-dedans, puis j'ai décidé, OK, ça, c'est le nom du meunier, il s'appelle Alus Piatatal. Gnam Gnam Niel. Ah, ça, c'est terrible. Géana, le gnang gnam Gnam miel. Gnam Niel. Mlespiéjonstre. Non, Ouais. Mlespégionstre. Je sais pas, man. Je les ai écrits, puis j'ai fait, me semble, c'est ça. Miangestrauch. Fait que j'ai fait, ça sonne coquerelle. Si les coquerelles développent une langue, c'est des sons aussi bizarres et complexes que ça. Après ça, le fait qu'ils ne parlent pas Irial, pour moi, c'est juste naturel. Puis si ils deviennent intégrés dans l'Empire, mais là, ils vont parler Irial avec un accent de mandibule. Parce que même genre pouloulet, là, tu sais, je sais que c'est un poulet, là. Mais est-ce que ça existe, un pouloulet, tu sais, dans le pouloulailler? Mais c'est ça aussi, là, je laisse ça flotter. Est-ce que il y a un animal dans mon monde qui est mystérieux, qui s'appelle un pouloulet, qui est une espèce de poulet, mais pas exactement, puis moi, je donne un nom? Ouais. Ou est-ce que c'est un enfant qui parle? Il est juste pas capable de prononcer comme du monde la moitié de ses mots, fait que pourquoi il prononcerait lui comme du monde? T'sais? Fait que je fais-tu de la xénozoologie ou je fais juste un enfant qui déparle? Ben, tout pointe vers le fait que t'en fais pas parce que c'est un enfant qui est juste pourri pour parler. Mais reste que poulet, c'est un mot facile à dire pour un enfant. Puis le fait qu'ils disent pouloulet 2 fois, puis pouloulailler, c'est comme, on dirait que c'est calculé. Moi, j'ai conspiration en tête. Là, puis d'après moi, tu vas nous sortir le pouloulet bientôt. Là. Un jour, on va voir un pouloulet. Qui est un poulet, mais pou. C'est des cafards. Tu sais, Non, tu te dis comme... non, c'est un poulet, mais loup. Ah oui! C'est un pouloulet. C'est une tête de poulet avec une queue de poulet, mais un milieu de loup. Ah ouais, pouloulet. Ouais. Parce que le tribun... Il l'appelle-tu Tibrun tout le temps? Il me semble qu'il y a une autre façon de l'appeler à un moment donné. Non, Monsieur Tibrun. Monsieur Tibrun. Le gars qui s'exauce, là. Oui, le Tibrun de la plègue. Ah, ça, c'est bon aussi. Une supique. En tout cas, c'est un texte à avoir le texte sous les yeux quand on l'entend parce que... On comprend rien sinon. On comprend rien sinon. Est-ce que, en termes d'ouverture puis en termes de world building, il y a quelque chose de nouveau là-dedans que tu as apporté qui m'a passé 100 pieds par-dessus la tête? J'ai intégré de la magie apotropaïque. OK. Comme les masques des fongiens de protection, magie de protection. Dessine des nœuds porte-bonheur, ces portes du village. Ben oui. Ça, là, c'est comme les kolam du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, où, en général, un truc, je pense que ça s'appelle des rangolis. C'est une pratique des religions comme l'hindouisme de dessiner des affaires, soit avec du calcaire ou des grains de riz aussi. OK. Puis ces dessins-là ont comme une force de protection. Mm-hmm. Fait que tu dessines sur le sol, puis ça protège la rue. Tu dessines sur la porte, ça protège la maison, puis ce genre d'affaires-là. Okay. J'ai décidé qu'il faisait ça, puis il faisait ça avec de la craie. Puis là, il dessine, dans sa tête, lui, il dessine avec son ami Miangestrauch. Puis là, ils ont ramené des craies de toutes les couleurs du pays des perruches. Fait qu'il y a comme un peu de world building aussi, tu sais, parce que je pense que j'en ai déjà parlé, mais le peuple perroquet, il y a un gros commerce de pigments. Puis Oui. Fait que, tu sais, le mononcle qui a ramené ça du pays des perruches, c'est des craies de couleur. Fait que là, ça l'impressionne. Il veut ça comme cadeau du Tibrun. Puis il écrit avec ça, puis il dessine. Mais il parle de dessiner des nœuds porte-bonheur. Ouais.
Fait que le fait de les dessiner, pour moi, c'est inspiré un peu de l'hindouisme, mais les nœuds, c'est la tradition celtique. Il y a des nœuds qui ont des forces magiques dans les traditions celtiques, irlandaises, puis gaéliques écossaises. Mais. Genre faire un nœud avec une certaine forme, ça a ouais. comme une valeur de protection. Mais je vais te poser la même question que je t'ai posée pour le masque. Est-ce que c'est une croyance sans fondement ou est-ce que dans ton monde, ces nœuds-là, dessinés par un enfant, ont un certain pouvoir? Contrairement à pour mon masque, ici, je n'ai pas décidé. OK. Puis moi, je le voyais comme un pauvre enfant naïf qui pense que ça va protéger le village, mais il n'y a rien qui protège le village. Ouais. Puis peut-être que si je veux tabler sur quelque chose, en ce moment, j'ai le goût de tabler en disant ici, ça ne protège rien ni personne, c'est juste une superstition. Ouais. Puis ce que j'aime avec ce choix-là, c'est que comme j'ai choisi que les masques des Fongiens marchent, ça marche pas. Ça ouvre la porte à OK, fait qu'à Gadine, tu peux pas tout prendre pour du cash. Ouais. C'est pas tout qui est vrai et magique. C'est pas tout non plus qui est du clinquant et du faux. Genre, le fait que j'amène les deux, même 2 semaines, quasiment back-à-back, j'amène les deux, puis je fais comme, OK, ça, c'est les 2 versions de la même affaire. Il y en a un que c'est de la bouillie pour les chats, puis l'autre, c'est ça qui va sauver le village pour vrai. J'aime d'avoir cette dualité-là dans mon monde, à ce point-ci de ma création. Puis je fais comme, OK, fait que je vais pouvoir en créer d'autres des affaires, mais le public va être de plus en plus alerte, puis il va se poser des questions plus analytiques de, OK, mais c'est-tu comme les nœuds que ça sert à rien ou c'est comme les masques que ça te sauve, tu sais, pour chaque nouvel élément que je peux apporter. Mm-hmm. Puis là, j'ai l'image en tête d'un ours qui ride un bison. Ouais. Puis c'est cool. C'est cool. Puis il y a une braoule cloutée. Ouais, je sais pas c'est quoi une braoule, je vais être honnête. Puis une louche, une grosse cuillère. Une grosse cuillère à soupe? Ah, ça, j'aime ça. Mais avec des clous. Ouais. Qui est comme une arme traditionnelle. Une arme traditionnelle, puis de voir exactement de quoi ça a l'air. Moi, j'ai une idée très claire en tête, puis je sais pourquoi ils ont ça. Mais c'est clair qu'en te disant juste ça, t'as fuck all l'idée à quoi ça ressemble, puis pourquoi ils ont ça. OK, puis tu veux pas nous le dire, pourquoi ils ont ça? Pas à ce point-ci, non. Ah, OK. On est encore autour du conflit avec les couleuvres. À date, depuis le début, on est là-dedans. Là. Ben, ça va avec les dates que je mets. Ouais. J'ai décidé que j'écrivais des choses qui se passent pendant ce conflit-là. Fait que c'est tout le temps à une couple de jours d'intervalle, à une couple de semaines d'intervalle. Fait que s'il y a un conflit en ce moment, puis c'est le centre de ce que je raconte. Mais pour toi, est-ce qu'il y a une temporalité dans ta démiurgie? Est-ce que ta démiurgie, elle se passe vraiment pendant ce conflit-là? C'est important? Ou tu pourrais comme juste dire, non, ce conflit-là, il s'est passé à telle époque, dans tel état dans mon monde, mais c'est une parenthèse. Ben, moi, le cœur de ce que je fais avec Gadine se passe à une époque précise. Puis tout ce qu'il y a avant, c'est comme du timeline. Puis de. Ouais. Je peux revenir 100 ans en avant pour raconter une histoire qui se passe 100 ans en avant. Mm-hmm. Je fais. Tu sais, c'est un choix de dire je fais-tu ça ou je raconte quelque chose qui. Pense à. Moi, mon inspiration, ça a toujours été Lord of the Rings. C'est comme mon truc de base qui m'a motivé à commencer à inventer un monde. Fait que, tu sais, Le Seigneur des Anneaux se passe sur 6 livres en 3 tomes. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock, mais tout ça prend 6 mois, tu sais. Mm-hmm. Ben, un peu plus, une couple d'années. Un petit peu plus avec le Hobbit, mettons. Non, mais aussi juste un petit peu plus avec le début du Seigneur des Anneaux, ce que Frodon, il attend pendant 1 an. Ouais. Bon, mais ça reste que tout ça se passe pendant un laps de temps assez court, exactement à la fin du 3e âge. Tolkien, il a construit tout son univers pour tout ce qui se passe avant, mais il raconte pas les autres époques. Mais s'il décide qu'il raconte une autre époque, il rentre dedans, puis il la raconte. Puis c'est de même toujours que je l'ai perçu comme, OK, mais sa vraie histoire, ce qu'il veut vraiment raconter, son magnum opus, se passe à la fin de tout ça. Puis il n'y a rien qui se passe après. Il raconte pas comme le 4e âge, qu'est-ce qui se passe, puis il y a d'autres hauts faits de grands héros. L'histoire arrête. Fait qu'il y a comme un point final, puis le point final, c'est le moment principal de l'histoire, puis le reste, c'est du backstory. Ce que je fais ici, c'est du backstory. Ah, OK. Moi, ce que je crée pour Gadine, d'habitude, se passe un certain temps après ça. OK. Fait que ce que je fais ici, dans le cadre de Comme du Monde, je peux le dire, en fait, c'est 30 ans avant mon moment crucial. OK. Fait que je suis en train de créer un peu... c'est ça, installer, mettre la table pour le moment qui va être important pour moi, qui arrive plus tard dans l'histoire.
Mais je me suis dit, c'est une belle occasion de mettre la table, mais de le faire d'une façon précise et momentanée. Faire un snapshot de Gadine pendant une couple de semaines, pendant une couple de mois, à une autre époque. Reste que t'es dans une trentaine d'années, c'est quand même... T'es vraiment proche de ton histoire, tu sais. Je peux mettre en scène des personnages qui reviennent 30 ans plus tard. C'est pas comme un truc genre 2000 ans plus tôt. Non. Non. Ouais. Parce que si on pense à la Deuxième Guerre mondiale, ben c'est encore un événement marquant dans les années 70, tu sais. Ouais. Ouais, OK, je comprends. Fait que pour moi, c'est comme, à l'époque se passe le centre de mon histoire. Ça, c'est la dernière grande guerre. C'est le dernier grand conflit. Ouais. Fait que j'ai décidé que j'allais zoomer dedans puis aller voir qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans. C'est quoi cette fameuse révolte des serpents? Ouais. Ce qui est dans beaucoup de grandes histoires, dans le fond. Là. Une révolte des serpents? Non, mais un conflit qui est... comment je dirais ça? Qui est comme juste avant le début de ton intrigue. As-tu des exemples? Firefly? Ouais. Tu sais, les brown coats. En fait, il y a des millions d'exemples. C'est Ouais, vraiment, c'est t'as raison. Je peux. Harry Potter commence sur le fait que Voldemort, qui était, tu sais, comme il y a ça, une tout ça est guerre réglé. des wizards. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ben, avant que les prequels de Star Wars existent, tu sais. Mm-hmm. Non, ça commence, puis, tu sais, l'Empire, puis Darth Vader, etc. Puis avant, il y avait les Jedi. Mais maintenant, c'est terminé. C'est presque un aspect du world building qu'il faudrait qu'on couvre, parce que dans le fond, on parle tout le temps de genre... bon, il faut penser à tu sais, tantôt, l'autre épisode, on parlait des mythes, on parlait des... Mais ce qui est une temporalité proche de ton histoire, il faut que tu établisses avant que ton histoire commence. Je suis curieux de savoir si ça a un nom, tu sais, si on peut étudier ça en termes, avec un œil très, étude narrative, là, ça a sûrement un nom. Tu sais, pas juste le contexte spatio-temporel, mais c'est le contexte comme historique moderne, juste avant. Ouais. Ouais, ça serait cool d'aller là un moment donné. Ouais. Au prochain épisode, on fait quoi? Je t'ai eu, hein? On ne sait pas ce qu'on fait. Mais Okay. non, on part un nouveau cycle. Parfait. Ouais. Ben, à la semaine prochaine, Joël. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai super hâte. Bye-bye, à la semaine Bye. prochaine. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.